lier des liens avec le royaume Ndongo pour pouvoir justement en fait déstabiliser le royaume Congo. Il refuse également de céder le contrôle de la traite des esclaves. Écoutez bien. Il refuse de céder le contrôle de la traite des esclaves parce qu'il y avait une traite des esclaves qui était déjà là sur le territoire. Il y avait une traite des esclaves qui était là. Et les esclaves, justement, en fait, étaient, c'est pour ça que je vous ai dit, ce sont des choses qui ont toujours été, en fait, sur le territoire. Et le royaume Congo, eh bien, participait, en fait, à la traite des esclaves. Mais par contre, quand les Portugais voulaient justement récupérer la mainmise, justement, sur le contrôle, justement, de cette traite, ils vont refuser. Le roi va refuser. Maintenant, au début, et c'est de là que va commencer véritablement, en fait, les conflits, en fait. Au début des années 1510, ce sont plusieurs milliers d'esclaves qui sont vendus chaque année, notamment pour travailler dans les plantations de sucre à Sao Tomé. On a des bustes en fait de l'ambassadeur, par exemple, qui était justement en fait de l'ambassadeur en fait du royaume, qui était en fait en Europe, c'est-à-dire Antonio Manuel, qui était ambassadeur en fait du royaume Congo à Rome. Donc il y a son buste hein, qui date en fait de 1606, entre 1606 et 1630, et il est conservé justement en fait au Battisterio di Santa Maria Marione à Rome. Bon, si on a l'image, je sais pas, la parole doit avoir son image. Si tu as l'image en fait du buste hein, de Antonio Manuel, c'est l'ambassadeur là, avec la tenue jaune. Oui. Il y a son buste. Si tu as l'image, tu vas pouvoir nous la présenter. Ça c'est un autre. Celui-ci, attendez. Celui-ci, en fait, c'est Don Miguel de Castro. On parlera aussi de lui tout à l'heure. Lui aussi, il était ambassadeur, en fait, du royaume du Congo aux Pays-Bas dans les années 1640. Ok. Le tableau a été réalisé, en fait, en 1627. Enfin, le tableau a été réalisé, en fait, après. Parce que lui, il était ambassadeur à peu près dans les années, en fait, 1640. Lui, c'est Don Miguel Castro. Et vous voyez qu'ils avaient déjà pris des noms portugais. D'ailleurs, vous le voyez toujours en Angola. Vous voyez? Tout ça, ce sont des choses qui restent. C'était pas en fait, ça n'a pas commencé en fait comme ça. Ils ont commencé sous forme de business. Ils ont businessé ensemble, ils ont fait de la politique ensemble, ils ont fait justement en fait des traités commerciaux ensemble, ils ont fait en fait de la diplomatie ensemble. Ben, pour vous faire simple, c'est un petit peu ce que justement les gens du continent sont en train de faire à l'heure actuelle avec les Chinois et les Russes. Hein. Ils font du business jusqu'à ce que ça tourne en bourrique. Donc, vous voyez, c'est ça le problème avec les Africains, c'est qu'ils apprennent jamais en fait de l'histoire. Enfin, c'était une parenthèse. Voilà, ça c'est Don Miguel Castro. Bon, c'est pas grave, laisse-nous cette image-là. Euh, Peut-être que t'as pas retrouvé en fait l'autre, c'est pas grave. L'autre, je Si vois on pas l'a en en fait, fait. on le transmettra. C'est un buste en fait où il est Non, j'ai en que celui-là. J'ai ah, pas d'autres images de lui en fait. peut-être que je te l'ai On m'a peut-être pas que je te l'ai pas partagé ça. partagé alors. Peut-être que je te l'ai Non, pas partagé. Bon, c'est pas grave. Si on a l'occasion, on vous le montrerait en d'accord. fait. Sinon, on n'a pas Voilà. dans le Donc, groupe. vous voyez, il y avait en fait des ambassadeurs justement qui étaient envoyés régulièrement en fait en Europe pour représenter les royaumes qui étaient là-bas en fait en Afrique. Du coup, au début du XVIIe siècle, les Portugais se montrent de plus en plus agressifs
Le royaume du Congo intensifie alors ses efforts en matière de diplomatie européenne. Pendant une dizaine d'années, le roi du Congo, Alvaro II, envoie des lettres dénonçant l'attitude hostile des gouverneurs portugais d'Angola. Puis, en 1604, il envoie Antonio Manuel. Voilà, Antonio Manuel. Ah non, on n'a pas son buste, c'est pas grave. Il envoie en fait Antonio Manuel. Il envoie Antonio Manuel en 1604. Il envoie Antonio Manuel à Rome en tant qu'ambassadeur. Sa mission porte à la fois sur les problèmes liés à son voisin portugais désormais hostile à l'Angola et sur les difficultés rencontrées avec un évêque nommé par les Portugais qui espérait utiliser le pouvoir religieux pour étendre l'influence portugaise. Antonio Manuel part d'abord au Brésil où il libère notamment un membre de la noblesse Congo qui avait été réduit en esclavage. Donc à ce moment, il y avait aussi maintenant des membres de la noblesse qui justement étaient aussi pris lors justement en fait des razzias ou lors parfois de ces commerces. Ça c'est des choses aussi où il y a eu en fait en Occident hein, où il y avait parfois en fait certains nobles qui avaient été en fait attrapés et envoyés en fait justement en fait en esclavage. Donc par exemple ici justement Antonio Manuel va faire en fait un détour au Brésil pour aller libérer justement ce noble là en fait de la noblesse Congo qui était réduit en fait en esclavage. Donc quand il va vouloir lors de son voyage en fait du Brésil vers l'Europe, son bateau est attaqué par des pirates hollandais, il parvient à s'échapper mais il arrive en fait à Lisbonne ruiné. Malgré tout, il impressionne ces autres Européens qui voient en lui un homme urbain, instruit et de grande foi. Urbain, instruit et de grande foi. Il passe alors 4 années à rechercher le soutien de riches sponsors pour mener à bien sa mission. Il y parvient finalement et arrive à Rome en 1608. Mais sa mort soudaine, peu après, l'empêche de s'engager dans des négociations. Il reçoit les derniers sacrements du pape Paul V et est enterré en grande pompe. Un buste de Manuel est conservé à la basilique de Santa Maria Maggiore à Rome. Les années suivantes, les gouverneurs portugais d'Angola mènent des attaques et pillent le royaume de Ndongo, voisin du royaume du Congo. En 1622, le gouverneur portugais décide d'attaquer le Congo. L'élite du Congo et son nouveau roi Pedro II parviennent à vaincre les assaillants en 1623. La diplomatie Congo passe alors la vitesse supérieure. Pedro II envoie des lettres au pape et au roi d'Espagne, déclarant que le gouverneur portugais n'avait aucun droit d'envahir son royaume, terre chrétienne. Aussi exige-t-il le retour de prisonniers. Le pape lui donne raison et plus de 1000 prisonniers retournent ainsi du Brésil au Congo. Parce qu'en fait, il les prenait, les emmenait au Brésil. C'est pour ça que dans l'histoire, vous allez voir qu'il y a beaucoup justement en fait des gens du royaume Congo qui se sont retrouvés en fait en esclavage en fait au Brésil. En gros, il y a beaucoup de Congolais en fait qui étaient là-bas en Brésil et qui ont fondé en fait, si vous voulez, le Brésil quoi. Le Congo noue également une alliance avec le Pays-Bas à travers la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Cette dernière accepte d'attaquer l'Angola dans le cadre d'une offensive commune en 1624, mais le décès de Pedro II cette année-là et la conciliation portugaise amènent le fils et successeur de Pedro II, Garcia Ier, à renoncer à attaquer l'Angola. Néanmoins, les relations entre les Pays-Bas et le Congo sont maintenues. Lorsque les armées portugaises continuent à faire pression sur le Congo,
le roi Garcia renouvelle l'alliance avec la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Cette fois, l'invasion conjointe a lieu. Une flotte néerlandaise s'empare de Luanda en 1641 et les armées du Congo coopèrent avec les forces néerlandaises pour chasser les Portugais de leur position proche de la ville, les forçant à se replier jusqu'à leur fort de Masangano, à plus de 100 km de Luanda. Comment les chefs Congo vont commencer à perdre leur souveraineté maintenant? En Afrique centrale, la traite des esclaves dans l'Atlantique, qui débute au XVIe siècle, prend fin en 1866. Dans les années 1870, les communautés africaines de la côte atlantique et des rives des fleuves Chilongo et Congo répondent alors en masse aux demandes de matières premières des pays occidentaux en voie d'industrialisation, en se tournant vers la production d'huile de palme, d'ivoire, de caoutchouc, d'arachide ou encore de café. Les chefs Congo et leurs factions politiques alliées occupent des positions stratégiques le long des rivières navigables et de grandes routes commerciales terrestres. Afin de protéger leur commerce, ils contrôlent minutieusement les mouvements des marchands européens à l'intérieur des terres. Ainsi, dans les années 1850, la compagnie Hatton & Cookson de Liverpool a un accord qui leur permet de remonter la rivière Chilongo, mais pas au-delà du village de Tiro, à 8 km de la côte. Des barrages et des gardes avec des flèches empoisonnées assurent le respect de cette mesure. Au début des années 1870, des Allemands notent la présence de plusieurs postes de péage dans le Mayombe. Les caravanes commerciales y sont inspectées et taxées. Ainsi, jusque dans les années 1880, les commerçants européens achètent leurs marchandises principalement le long des côtes et à l'embouchure du fleuve Congo selon les conditions qui sont en grande partie déterminées par les Africains. Les années 1880 marquent le début d'une nouvelle ère. Les chefs Congo sont souvent dupés en signant des traités par lesquels ils cèdent leur souveraineté aux États européens en échange d'un faible tribut. Après la conférence de Berlin de 1885, les terres intérieures de l'Afrique sont conquises et occupées manu militari, ce qui s'accompagne de violences extrêmes et de résistance. L'objectif des puissances européennes est alors d'obtenir un contrôle direct sur les ressources naturelles, la main-d'œuvre et la production. Dans les États indépendants du Congo de Léopold II, les terres vacantes sont cédées à des sociétés coloniales. Afin d'exploiter notamment l'ivoire et caoutchouc, ces sociétés imposent à la population un travail forcé. Et là, il va y avoir aussi des déplacements de population, un travail forcé dans des conditions totalement inhumaines. Et ça, on lira des documents quand on rentrera dans ces aspects-là en profondeur. Il va falloir vraiment vous accrocher parce que ce sera vraiment en fait terrible. Mais vous voyez bien que toutes ces choses vont commencer en fait à devenir terribles après cette conférence de Berlin. Mais regardez depuis combien de siècles. Depuis combien de siècles? Parce que les Portugais sont arrivés en fait il y a quelques siècles. Donc ils étaient en train de commercer ensemble. Et il y avait déjà tout ce business d'esclavage là. Au début du XXe siècle, la consolidation du régime colonial entraîne l'appauvrissement des chefs et des commerçants Congo dans toute la région du Bas-Congo. Ces quelques éléments de la longue histoire du royaume Congo
nous permettent justement en fait de déconstruire certains stéréotypes sur l'histoire du continent africain et justement aussi sur la colonisation. Avant la colonisation belge, les Africains ne vivaient pas comme des tribus indépendants les uns des autres. Il existait en fait en Afrique de puissantes structures politiques et économiques. Quand Léopold II envoie des militaires au Congo, les États que ces derniers rencontrent dans les régions côtières ont déjà une longue histoire commune avec l'Europe. Les liens entre l'Afrique et l'Europe remontent à plusieurs siècles avant la colonisation belge. Comme les Européens, les populations en fait d'Afrique centrale se déplaçaient souvent sur de grandes distances et entraînaient en fait de grandes routes commerciales. Les pionniers belges ne traversaient pas en fait les jungles lors de leur exploration. Ils empruntaient en fait des routes commerciales vieilles de plusieurs siècles. C'est-à-dire il y avait déjà en fait des voies de communication qui étaient déjà là. Il y avait déjà tout en fait. Ils sont venus tout trouver et ils ont bénéficié de tout ce qui avait été construit. Terres et ressources étaient déjà exploitées bien avant l'arrivée des Européens. Donc, ici, pour notre intro justement qu'on voulait faire par rapport voilà, en Afrique centrale, hein, euh, c'était important de voir en fait ces aspects-là sur le royaume Congo qu'on poursuivra euh, la semaine prochaine. Donc là, le but, c'était vraiment de voir déjà les contextes, de voir comment le business est fait justement en fait entre certains royaumes. Là, l'exemple en fait du royaume Congo. Et on le verra aussi en fait avec les autres. Vous verrez qu'à chaque fois, il y a eu justement en fait ces aspects-là de commercialisation, ces aspects-là de diplomatie, ces aspects-là d'échange politique. Et ici, vous avez même en fait ces aspects en fait où ils s'étaient convertis et la liste en fait justement en fait des rois en fait du Congo, ils portaient justement en fait à chaque fois les noms, hein, qu'ils avaient utilisés par rapport à leur lien avec le Portugal. Portugal qui va bien sûr se retourner en fait contre eux. Et après la suite, vous savez ce qu'il en est, mais on entrera après en profondeur. Voilà. Aujourd'hui, c'était, vu qu'on a commencé un peu le live tard, c'était pour brosser vraiment en fait un aspect en fait généralisé pour qu'on puisse comprendre et puis on rentrera en profondeur. Donc voilà, s'il y a des questions, on peut déjà rentrer en fait dans les aspects des questions. S'il n'y a pas de questions, bon. S'il y a des gens Ok. qui ont besoin de rajouter certaines choses, vous pouvez toujours venir et puis voilà. Et ceux qui sont déjà en haut, si vous voulez rajouter quelque chose, ben, vous avez la parole. Bonjour la famille, bonjour frère Éveil. Bonjour, Nancy. Bonjour. Comment ça Hello va? Nancy, ça va? Oui, je vais bien, merci. Alors moi j'ai plutôt une question. Ok. Pour le christianisme qui est arrivé là avec les Portugais, etc. C'était la parole de régénération déjà mensongère ou la vraie parole de régénération à cette époque-là. Merci. Non, non. Là c'était la parole mensongère, c'était le catholicisme qui est arrivé. Parce que la vraie parole, elle était déjà arrivée depuis le premier siècle, dans ce royaume Congo, enfin dans ce royaume, dans le grand royaume en fait Katiopa. S'il doit la parole à l'image, il pourra nous le montrer. Mais dans ce grand C'est quelle royaume image Katiopa, là? c'était déjà arrivé en fait. Donc, C'est quelle euh, en image? fait, Il y a tellement euh, d'images. l'Afrique subsaharienne était déjà en fait convertie en fait depuis le premier siècle. Il y avait des apôtres, des évangéliques qui étaient allés là-bas. Il y avait même l'eunuque éthiopien qui était là-bas, qui était tout de même qui était intendant justement des biens de la reine Candace. Intendant des biens, c'est l'équivalent en fait d'un ministre des Finances. Il était quasiment, euh, voilà, un personnage en fait de premier ordre dans le royaume. Donc eux, ils avaient déjà amené
ils avaient déjà amené justement le, le, la véritable parole de régénération là-bas. Donc, l'Afrique était déjà en fait convertie. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, l'Afrique avait aussi persécuté en fait ceux-là. Ils ont été persécutés et il y en a qui sont morts terriblement. Vous avez l'histoire par exemple de Marc qui a souffert là-bas quand il est arrivé en Égypte et tout. Donc, vous avez en fait certains comme ça qui justement sont partis en annoncer. Et la preuve, vous avez en fait l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Abyssinie, qui depuis déjà très 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 longtemps était déjà en fait un royaume du christianisme romanisé déjà. Dès les 3 4 5e siècle déjà, ils étaient déjà. Et avant ça, il y avait déjà en fait justement les paroles qui étaient déjà là-bas en fait. Parce que si vous voulez, l'Afrique connaissait déjà tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme les autres nations, eh bien, les vrais ont été persécutés, les autres ont continué en fait leurs choses à côté. Notamment, vous avez la Bible éthiopienne, etc., etc. Donc certains, ils ont continué en fait pour eux. Vous avez en fait les chrétiens d'Égypte, les Coptes qui eux aussi ont continué pour eux. Tout le Maghreb était chrétien dans les 3 4e siècles et tout ça. Donc, vous voyez bien que tout était déjà en fait là. Mais maintenant, le subsaharien, il y avait toujours ceux qui justement en fait étaient des croyants ont été pas mal en fait persécutés. Et puis les cultures ancestrales et, euh, et les cultures en fait les cultures ancestrales ont repris du flambeau. Mais quand les Portugais vont arriver, et bien vu que eux ils étaient catholiques, ils ont en fait euh, remis en fait en marche tout simplement ce qui avait été disparu en fait dans le royaume. Mais ici, il s'agit en fait du catholicisme. Et donc, ils se sont convertis, et puis ils étaient des catholiques, et puis c'est pour ça que vous voyez, il y avait les relations avec Rome, il y avait même les ambassadeurs, ils avaient des ambassadeurs à Rome. Et là, on est dans les 1300, 1400, hein. Vous voyez? Oui, oui. Mhm. En fait, on vous a pas dit la vérité sur l'histoire de l'esclavage. On vous a pas dit la vérité sur comment les choses se sont passées, en fait. Bonjour. Bonjour, Bonjour, Collins. Colin. Merci. Bonjour, De Guerre. On t'écoute aussi, hein. Bonjour, bonjour. Non, mais moi, je voulais juste ajouter une petite précision là. Au niveau de la carte du royaume Congo, oui, c'était bien mentionné. On a montré les Bayombe, on a C'est montré la quelle carte partie ça? Sundi. Tu dis, tourne la parole, s'il te plaît. J'ai dit c'est quelle carte? Ça? La carte avec le royaume, non, pas ça, avec le royaume Congo là. On a montré les Bayombe, les Sundi. Comment ça? Ça? Euh, Non. non, pas celle-là. Ouais, Celle-là? Les celle-là, royaumes avec les celle-là. langues. C'est là? Ouais, celle-là. Avec les langues, c'est ça. Oui, celle-là, Si celle-là, c'est celle-là. l'autre, Non, c'est non, non, ça. non. L'autre, D'accord. la précédente, là, s'il te plaît. Ça? Ok. Oui, oui. Ouais, ça, Ça c'est va, bien. c'est bon, Voilà, ça, d'accord. c'est même trop bien. Vous voyez ici, là, il y a les Bayombe. Ça, c'est très bien. Il y a les Sundi qui sont là, c'est bien. Il y a il y a les Tandu. Ça aussi, c'est bien. Parce que les Tandu vont un peu s'apparenter avec avec, pour vos parents. Par contre, on ne mentionne pas les Bayaka. Parce que en fait, les Bayaka, ils sont un peu ils sont très anciens comme les Bayombe. Parce que les Sundi viennent un peu en retard. Maintenant, quand vous voyez les Lari, normalement, ce sont les enfants des Sundi.
les langues qui sont parlées dans cette région-là, au niveau des Sundhi là, c'est là où on va trouver, voilà, au niveau de l'Uozi, voilà, comme c'est mentionné la l'Uozi, c'est là où on va trouver des langues comme le Dondo, la langue que je parle. On va trouver non, le Punu, c'est plus, c'est proche de Bayombe. Le Punu, c'est proche de Bayombe. On va trouver bon, les Laris, c'est les enfants des Sundhi, c'est normal. On va trouver le Kimanyanga. Oui, on va trouver aussi le Kimanyanga. Mais au niveau des Tandoula, moi, je trouve que là-bas, normalement, ça devait être les Bayaka. Je vois que là-bas, ils ont un peu, excusez, ils ont un peu faussé, même normalement au niveau bon, les Kizombo et les Sansala, normalement, sont les enfants des Sundhi, mélangés avec les Bayombe, normalement. Parce que toute cette partie-là parlée, normalement, ce sont les langues dérivées qui viennent du Kisundi, quoi. Je sais pas Oui, si vous comprenez un peu ce Ok. que je veux dire. oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai une histoire, par exemple, ici, concernant, en fait, les Bayaka, les Yaka, quoi. Oui, Et, par exemple, en fait, on te dit que, euh, bon, eux, ils vivent principalement, en fait, en République démocratique, en fait, du Congo. exact, ouais. Et au nord-est, en fait, de l'Angola. Et, par exemple, tu vois, il y a eu une histoire, euh, les Yaka, en fait, peuple bantou, vont justement en fait, ils vont jouer en fait un rôle important en fait dans la situation qui a amené en fait au décollage en fait du commerce triangulaire. Au tournant en fait du XVIIe siècle, à la fois décrit comme agriculteur et comme en fait peuple rasieur nomade, ils lancent avec succès des offensives sur leurs voisins Congo, ethnie en fait côtière déjà en contact avec les Européens. Après la prise de Mbanza Congo, la capitale en fait de Congo en 1668, ils seront finalement repoussés et soumis par les Congos. Fuyant vers leur région d'origine, ils seront finalement soumis par les Lunda. Pendant tout le XVIIIe siècle, les Lunda sont arrivés en fait au Kwango vers la fin du XVIIe siècle et ont trouvé en fait sur place des populations en fait ayant fait partie en fait du royaume Congo, regagnant leur indépendance pendant un court moment au 19e siècle. Ils gardaient malgré cela en fait un roi d'origine Lunda, le Kamfu. En fait, je crois ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont voulu, parce qu'apparemment eux ils faisaient des razzias, c'était des nomades qui faisaient en fait des razzias pour pouvoir prendre des gens et les emmener en fait en esclavage. Et apparemment, ils ont beaucoup participé en fait au commerce triangulaire en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont été pourchassés et ils ont été soumis en fait par les Lunda. Et apparemment, en fait, c'était justement en fait des chefs Lunda en fait qui régnaient en fait sur eux. C'est peut-être pour ça que ils sont moins mis en avant en fait. Oui, peut-être parce que C'est une chez les hypothèse. Lunda. Oui, vas-y. Non, je dis c'est une hypothèse hein, Ouais. qui est Oui, mais c'est soulevée. vrai. Bon, ça peut aussi être une hypothèse comme ça peut aussi être parce que une guerre entre eux parce que les Bayaka étaient là avant la descente, avant que les Sundhi n'arrivent, quoi. Les Bayumbe, les Bayaka. Maintenant, quand tu vas chez les Lunda, tu vas trouver des non-Bayaka parmi eux. Donc, je Oui, crois qu'il y a eu aussi un mélange oui, mais là, c'est à parce que toi, cause tu de... parles de maintenant. Là, tu parles de maintenant. Ouais, Or, ouais, maintenant, en fait, il y a eu cet épisode où ils ont été soumis, en fait, au Lunda. Et du coup, ça s'explique ouais, qu'il y ait, en exact, fait, ouais. parce que s'ils ont été soumis au Lunda, c'est qu'en fait, il y a eu, ben, en fait, des mélanges. En fait, c'est comme ils avaient été mis un petit peu en servitude, en fait, par les Lunda à cause de ce qu'ils faisaient avant. Ouais, Et bon, donc, parce que, leur importance a été effacée, en fait, au fur et à mesure au profit des Lunda, alors, du coup. ouais, mais parce que aussi, si tu veux bien le Royaume Congo et les Lunda, il y avait pas vraiment l'entente, hein, bien que les langues étaient très apparentées, mais il n'y avait pas l'entente entre ces deux royaumes-là. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Après, c'est là où on voit justement en fait les aspects parce qu'il y avait beaucoup de razzias.
Et je pense qu'il y a eu beaucoup de vengeance. C'est un peu comme l'histoire qu'on voit en fait aussi de nos jours. Quand il y a une ethnie en fait qui en veut en fait à l'autre, après ils essaient en fait totalement en fait de l'exterminer ou alors de totalement en fait le soumettre. Donc il se peut que c'est ce qui s'est réellement en fait passé en fait à ce moment-là et du coup ils ont disparu en fait petit à petit au profit en fait des Lunda. Ouais, exact, ouais, exact. C'est possible, ouais. C'est possible. Mais après, bon, pour me présenter, mon papa, il vient, bon, pas mon papa, la lignée de mon papa, et les plus anciens de mon papa, là, ils viennent du côté de Luozi. Et ils sont venus créer un village au niveau un peu sud, proche de la frontière de Bemba. Et c'est là où, bon, mais après mon grand-père, il prend ma grand-mère dans un village frontalier du côté de Luozi, et ils vont vivre à Brazzaville. Et papa va prendre maman à Kinshasa, et ils vont vivre à Pointe-Noire, voilà. Donc normalement, si il faut voir mes racines les plus anciennes, c'est du côté de Luozi, parce que ma mère aussi est du Manyanga. Donc je suis un Ok. Sumbi, quoi, disons. Donc toi tu es un Sundi. Ouais, exactement. Ça au moins y a rien à Sundi. dire. Je suis un vrai Sumbi. Donc tu fais pas partie de ceux qui ont vendu leurs semblables. Oh ben ça c'est difficile à dire, hein, je sais pas, mais parce que c'est quand même compliqué parce que il y a un de mes ancêtres lointains. Mon père n'aime pas parler de ça, mais Non, bon, il non, mais avait je fini rigole, par. hein, mais dans le royaume Congo, la plupart des nobles et des notables ont participé, hein. Oui, tout ce monde-là a participé. Du moment où, surtout lors de la construction du chemin de fer, hein, Ah, il y a de, on va y venir après, la semaine ouais, prochaine. il y a eu vraiment, Avec tout ça a participé. les déportations de population Ouais, j'ai des choses là, vraiment, c'est choquant. Il va vraiment falloir s'attraper quand on va commencer non, à voir ça. c'est choquant, le chemin de fer, et puis du côté de, là où il y a le caoutchouc, là, dans la forêt du caoutchouc de la RDC, là. C'est juste le massacre, quoi. C'est triste, en tout cas. C'est triste. Exactement, exactement. Mais là, on voit déjà, parce que quand on voit en fait justement en fait les répartitions en fait des choses, on comprend déjà en fait l'origine de beaucoup hein, des problèmes qu'il y a là à l'heure actuelle. Euh, et ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que il y a une bonne partie en fait de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre en fait, qui n'est pas du tout hein, dans le royaume Congo avec un K. Et ça, c'est des aspects que souvent, en fait, les gens ne le soulignent pas assez. Parce que le royaume Congo, il est vraiment spécifique. Et il faut dire ce qui est, le royaume Congo a vraiment beaucoup participé à l'établissement, en fait, de l'esclavage, en fait, en Afrique subsaharienne. Ils ont participé. Après, est-ce qu'il se doutait que ça allait tourner ainsi? Voilà, c'est difficile en fait de juger l'histoire, mais ce qui est sûr, c'est que ils ont quand même commercé pendant euh, quand même quelques siècles, euh, entre 1300, 1400, etc., jusqu'à 1800. euh, Ça fait quand même 3 à 4 siècles. 3 à 4 siècles où ils étaient en relation justement en fait avec les Portugais, où ils ont eu des alliances avec les Hollandais, etc., etc. Et justement, ça a rendu vulnérable le continent. Et moi, je pense qu'il faut vraiment euh, apprendre de l'histoire parce que quand on voit ce qui s'est passé, ouais, on peut que regarder aussi ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle parce que les Chinois et les Russes,
qui arrivent en tant que partenaires commerciaux. C'est exactement comme ça que les, les, les Portugais étaient arrivés en tant que partenaires commerciaux. C'est exactement comme ça Mm. que les autres aussi étaient arrivés en tant que partenaires commerciaux. Mm. Et on a vu Ouais, après comment ça a tourné. Les ouais, partenaires ouais. commerciaux. Et le pire, c'est que nos États de l'époque faisaient du business avec eux. Que ce soit même en fait les business d'esclavage. Ils le faisaient en Hmm. fait avec eux. Et c'est là où on voit, tout comme aujourd'hui, ça dérange pas en fait aux chefs et aux nobles en fait du continent de faire des affaires justement avec justement en fait des États qui esclavagisent en fait leur propre population, avec des États qui jettent leur propre population en fait dans le désert, etc. Donc vous voyez, en fait, on revoit les mêmes choses. On revoit les mêmes choses. Bon, si demain ça tourne en fait au vinaigre, eh ben, ça voudra dire tout simplement que le passé n'a rien appris en fait aux gens. Oui, mais exactement. Mais tu sais, ce qui fait mal plus aux Congolais, tu vois, c'est quand, en fait, les Congolais ne veulent pas accepter cette réalité-là que bon, le roi que les Portugais est venu rencontrer s'est lui-même converti au christianisme, sans Ah le si, coup c'est converti, toujours hein. C'est le, c'est, sous c'est, la c'est, gorge. c'est- c'est le roi, comment ça s'appelle, un Zingala, c'est ça? Nimi, je crois que c'est Nimi, non? Je crois, si je ne me trompe pas. Oui, Nimi ou C'est, Kenny, si je c'est- ne me trompe pas, un truc comme ça. oui, ah, oui, Ouais, en fait, c'est ça, c'était le premier. oui. Il s'est converti, hein. Il s'est Et c'est ce qui fait converti. mal, en fait, aux Congolais. Parce que quand tu dis ça, ils savent que c'est vrai. Non, on sait que c'est vrai, mais on refuse cette hypothèse-là parce que quand on voit les massacres qui se sont passés après les guerres qui se sont passées entre les Portugais et le Rwanda-Congo, donc cet aspect-là est refuté. Mais c'est une chose qui est vraie. Donc c'est notre histoire, on doit juste Oui. accepter, c'est puis c'est tout. Mais c'était en 1000, euh, c'était en fait, ils ont commencé à être en contact en 1491. Vous vous imaginez, en 1491. Et Ouais, c'était ouais. Nzinga Akumu. Donc c'est lui justement qui s'est converti et c'est lui, il a porté un nom. Et ils avaient même en fait des ambassadeurs qu'ils envoyaient en fait en Europe. Il y a les bustes Hmm. des ambassadeurs. Il y a toutes ces preuves en fait qui sont Ouais, demeurées. Ils se sont exactement. échangés des lettres. Ce sont aussi des preuves qui sont là. Et il y a même eu en fait leurs enfants, Enrique par exemple, le fils de Afonso Ier. Donc, Jao, après lui, il y a eu Afonso Ier. Et Afonso lui-même, il a envoyé en fait des étudiants en Europe. Il a envoyé des étudiants en Europe. Et ensuite, il a même envoyé en fait son propre fils, Enrique, au Vatican pour que son fils devienne évêque. Et son fils est devenu évêque. Ils ont installé en fait l'église du Congo. Ils ont installé Exact, l'église du exact, Congo parce exact. ils avaient pour but de devenir indépendants. Donc les gens ne vont Exact. pas dire qu'on les a forcés. Il faut Non, arrêter. on les a pas. Mais c'est même là, si tu veux bien, comme si tu as, bon, si tu as un peu l'esprit éveillé, c'est là où tu comprends que lors de ces échanges-là, il y a eu beaucoup de nos traditions qui ont été données chez les catholiques. Beaucoup de secrets de nos traditions Non, qui mais ont les été catholiques vendus connaissaient comme ça. déjà ça depuis, hein. Ouais, mais après, Les- ils ont encore donné beaucoup. Non, je crois que les rois là ont aussi non, participé. le catholicisme en fait est bâti totalement en fait sur les cultes, sur les cultes en fait. En fait, le catholicisme c'est quoi? Le catholicisme c'est tout simplement quand la parole de régénération est arrivée en fait chez les Coptes en Égypte, ils ont transformé cela. Ensuite, les gnostiques l'ont pris, l'ont amené à Rome et ils ont quand même fait leurs choses. Et au fur et à mesure, vous aviez en fait plusieurs évêques qui étaient déjà en fait en Afrique centrale, qui étaient déjà en Égypte,
qui était déjà en fait en Abyssinie, etc., etc. Et toutes ces églises-là étaient déjà là avec justement en fait leur système. Et ensuite, plus tard, hein, à partir de Constantin, tu vas avoir justement en fait cet aspect-là du catholicisme qui va commencer maintenant en fait à prendre en fait de l'ampleur et à s'établir à travers justement en fait les cultes de Ashtarté, d'Isis, de Solaire, etc., etc. Mais tu vois bien que tout était déjà en fait en place. Ils ont pas récupéré les choses des, des, des 10 siècles plus tard. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que les Portugais sont arrivés en 1491. Le catholicisme s'est mis en place en fait véritablement au 4e siècle. Mais il y avait déjà ces souches en fait qui étaient déjà là. Donc tu vois, c'est carrément 10 siècles plus tard. Donc tout ça, c'était déjà, les choses étaient déjà mises en place. Mais par contre, vu que la notion de croix, parce que ça existe aussi dans la spiritualité en fait du Congo, dans cette notion-là de croix-là, par rapport en fait à justement ces aspects en fait de monde, ça leur a permis de faire aussi un syncrétisme justement avec la croix en fait catholique. Donc, en fait, il faut vraiment qu'on comprenne que euh, à cette époque-là, ils ont choisi de s'allier, ils ont choisi de travailler ensemble et justement, ils ont fait beaucoup de business ensemble parce que euh, c'est à partir de 1885 que ça va commencer vraiment en fait à tourner en fait au vinaigre. Mais entre-temps, il y avait beaucoup d'attaques entre eux. Il y avait beaucoup de conflits entre eux. Mais à chaque fois, tu vois bien que quand il y avait des conflits, ils faisaient justement, en fait, le royaume Congo faisait appel, en fait, justement, à la papauté. Et la papauté leur donnait raison sur certaines choses. Et du coup, il y a eu aussi des libérations, en fait, d'esclaves, etc. Donc, ça veut dire qu'ils avaient une certaine diplomatie qu'ils utilisaient. S'ils étaient totalement, en fait, soumis et dominés, ben, les autres n'allaient pas, en fait, discuter en termes de diplomatie avec eux. Et ce serait même en fait, euh, sous-estimer le royaume Congo que de penser que le royaume Congo était totalement en fait sous contrainte dans ces temps-là. Non, ils n'étaient pas sous contrainte dans ces temps-là parce qu'ils avaient aussi leur puissance. Ils avaient aussi leur force. D'ailleurs, ils vont se mettre aussi en fait en alliance avec les compagnies en fait hollandaises pour pouvoir lutter aussi contre les Portugais parce que les Portugais faisaient de plus en plus en fait d'attaques en fait vers eux. Donc moi je dis il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités. Si l'Afrique subsaharienne est tombée, c'est parce que les royaumes. Parce qu'en fait, ce qu'on nous faisait croire avant, c'est que il n'y avait pas de royaume organisé et que les gens, bah, c'était seulement des gens qui étaient tout nus, qui couraient dans des forêts, etc., etc. Et du coup, bah, quand les autres sont arrivés, ils étaient démunis et que on les a menacés, on les a arnaqués avec des petits biens sans valeur. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu les leurs. Alors que non. C'était déjà des royaumes qui eux-mêmes pratiquaient déjà en fait des formes de servitude. Mais ils ne l'ont pas fait tel que les autres l'ont fait après avec toute cette déshumanisation, etc. Mais ils pratiquaient déjà en fait des servitudes. Ils pratiquaient déjà en fait des razzias. Ils pratiquaient déjà en fait de l'esclavage. Et quand vous avez l'habitude de vous vendre entre vous, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, les autres, ils tombent aussi dedans. C'est comme quand il y avait la traite en fait des blanches et des blancs en Europe. Chose que les Occidentaux n'aiment pas parler de ça. Quand il y avait cette traite-là. Mais c'était l'Église catholique qui vendait les Slaves, qui vendait les Vikings. Ils vendaient ceux qu'ils Ouais. considéraient comme étant des païens. Ils les vendaient aux Arabes, aux Ottomans. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes caucasiennes qui ont été emmenées en fait au Maghreb et puis dans les pays
dans les pays de l'Empire ottoman, etc. Et elles ont servi en fait de concubines et se sont multipliées en fait avec elles. C'est pour ça que vous retrouvez en fait certaines souches là au Maghreb. C'est parce que c'était des femmes qui avaient été emmenées de force et qui ont été connues de force. C'est ça la descendance maghrébine en fait à l'heure actuelle. Mais ça, ce sont des secrets que les gens ne veulent pas dire. Mais qui a participé à ça? C'était les catholiques, c'était les gouvernements de l'époque en Occident. Les gouvernements français, les gouvernements espagnols, les gouvernements, voilà, ils ont tous participé. Et ça, justement, ils veulent pas en parler, ils veulent pas dire cette vérité-là. Mais ils ont fait la traite des blanches, ils ont fait la traite des blancs. Ils les ont castrés quand ils les ont donnés aux Ottomans. Ils les ont castrés, ils en ont fait des eunuques, ils en ont fait en fait ils les ont mis dans leur royaume. Tout ça, c'est des histoires qui sont désormais sorties. Mais il faudra bien tôt ou tard que l'Europe aussi accepte, parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'ils ont eux aussi été mis en esclavage. Et que eux-mêmes, ils ont participé à mettre en fait des blancs en esclavage. Ils ont vendu des blancs. C'est l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire. Oui, mais vu qu'il y avait échange commercial entre les deux, entre les Portugais et le Royaume Congo. Donc, échange commercial peut aussi s'apparenter aussi aux esclaves, hein? Non, tu trouves pas? Oui, mais non, mais c'est dit, hein, ça a été dit. Mais ça a été dit qu'il y avait la traite des esclaves. Le royaume Congo vendait des esclaves. Là, tu vas appeler tous les Oui, C'est la alors, créateurs vérité. de TikTok ici, là. frère Réveil, j'ai un petit témoignage dans ce sens. Je me rappelle Ah que oui. Ah, mon papa nous racontait il est que... là. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, en fait, Oui, Ah on bah, ce que t'écoute. j'ai dit, c'est qu'il est là, c'est parce que je viens de voir. d'accord, je disais que mon papa m'avait raconté que entre les Congolais à l'époque, dans l'époque du Royaume Congo, enfin ses ancêtres ont raconté ça, c'est que quand il y avait des problèmes dans la famille, où il y avait des personnes qui étaient jugées être inutiles dans la famille, ou des personnes qui faisaient trop de conneries, on les vendait en fait à d'autres tribus, voilà, pardon. Mais Donc c'est vrai, quand tu parles des conneries ou faire des bêtises, là, c'est quoi exactement? à grande échelle, par exemple, un enfant qui est trop turbulent, qui fait trop de Ah désordre, oui. qui fait trop de conneries, on le vend à d'autres tribus. Non, mais Ok. ça, c'était des Bon. choses qui se pratiquaient. Mais Oui, maintenant, ce qu'il oui, faut c'est vrai. comprendre, c'est que ces servitudes-là et cet esclavage-là qui se faisait n'étaient pas dans une telle abomination telle que les Occidentaux, en fait, ont mis en place. Par contre, ça, il Oui, faut le dire. Et ça, bien on va sûr. le dire. On va avoir des textes, on va avoir des choses qu'on va voir à partir de la semaine prochaine où on va vraiment mettre à la lumière en fait tous ces aspects-là, cette ignominie, cette abomination, c'est-à-dire y a même pas de nom, il y a même pas de nom pour dire ce que les Occidentaux ont fait en fait en Afrique. Il n'y a pas Ouais, de tu nom vois. pour Moi, qualifier ça. je pense que pour les Africains, enfin, c'était plutôt dans un aspect d'échange, enfin, comment dire ça, voilà, d'échange, quoi, de travail, pour, voilà, travailler entre les populations, envoyer des peuples aller travailler en Europe. C'était pas vraiment dans ce sens-là d'esclavagiser comme les Occidentaux l'ont fait, en fait. Ouais. Euh, Moi, en euh, fait, quand tu prends quelqu'un, tu le mets en esclavage et que tu l'envoies au Brésil, euh, tu le déracines déjà de sa famille, tu l'emmènes avec des chaînes, tu l'emmènes en maillot totalement ben, comme un prisonnier avec des chaînes au cou, avec des chaînes aux mains, avec des chaînes aux pieds. Tu vas pas me dire que on l'emmène là-bas pour qu'il puisse être instruit. C'est vrai qu'ils étaient un peu, non, pas qu'ils soient instruits,
Et je pense qu'ils étaient un peu naïfs sur ce coup-là, mais je pense pas qu'il Non, faudrait en ils n'étaient faire, pas je sais naïfs. pas moi. Ils savaient Mais très ils étaient au bien, courant, ils non? savaient très bien. Regarde, imagine-toi, tu vends quelqu'un. Je te donne un exemple. Au jour d'aujourd'hui, là, on sait ce qui se passe en Libye. On sait ce qui se passe en Mauritanie. Mhm. Bon, si jamais toi, tu es dans le business et que tu vends une personne pour qu'elle soit livrée là-bas en Libye, tout le monde sait très bien que ce qui attend cette personne. Donc, est-ce qu'on va pouvoir dire dans quelques siècles que non, nous ne savions pas ce qui allait arriver à cette personne? On le sait. Au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que quand des gens sont vendus dans des filières, et pas seulement en fait en Afrique, vous prenez par exemple les gens de l'Est qui sont vendus dans des filières en fait en Europe. Quand ils arrivent, ils savent. À l'époque, quand des Chinois en fait étaient vendus dans des filières en fait aux États-Unis, ils savaient très bien qu'ils partaient pour l'esclavage. Tu vois un peu? Et surtout si on te prend avec des chaînes et qu'on te vend sur des places de marché, c'est pas forcément pour que tu sois en fait bien traité. Si c'était Donc on avec le des chiens. savait en fait. D'accord, je ne voyais pas ça comme ça. Si ils avaient des chaînes, moi j'ai des images. J'ai des images où ils avaient des chaînes. Ah Il y a oui, les carrément. images. Mais oui, Hmm. Donc finalement, c'est C'est pas comme des les images Occidentaux d'enfants qui l'ont va fait en venir fait. nous Mais blesser, hein. ben, finalement, dans ce cas, c'est comme les Occidentaux l'ont fait, mais avec un peu plus de cruauté. regarde, quand les Occidentaux vendaient en fait les Blancs par rapport aux traites des Blancs et des Blanches là, ils savaient très bien que les Ottomans les castraient. Ils savaient très bien que pendant les voyages, beaucoup mouraient. Parce qu'en plus, on les castrait n'importe comment et ils mouraient des suites de leurs blessures. Ils savaient très bien que ces femmes-là étaient emmenées en fait pour devenir en fait des prostituées. Ils vont pas Ouais. dire qu'ils savaient pas. Je donnerai un exemple simple, hein. La technologie d'hier n'est pas la technologie d'aujourd'hui. Il y a eu amélioration. Donc, même la préparation, la façon dont nos mamans préparaient à l'époque n'est pas la même façon dont nos femmes aujourd'hui préparent. Du coup, si on se base sur ces exemples banals, vous allez tout simplement comprendre que même le système d'emprisonnement évolue avec l'époque. Le système de torture évolue avec son époque aussi. Donc la torture du passé n'est pas la torture d'aujourd'hui, mais ça reste la torture. C'est tout. C'est tout. Exprimez-vous, hein, Hmm. ceux qui veulent parler, exprimez-vous. Oui, il y a l'autre là qui est monté, comment il s'appelle? Oui, bonsoir, Will droit Batman. là. Bonsoir Réveil, bonsoir à tous. Bonjour. Oui, oui, en fait, je voulais corroborer un peu ce que Réveil il disait. C'est qu'effectivement, les Blancs, ils se sont mis en esclavage les uns les autres, en fait. Déjà, les premiers peuples, on va dire, dits blancs, qui ont été esclaves, ben, ce sont les descendants des peuples qu'on appelle maintenant les peuples russes. D'ailleurs, d'ailleurs même jusqu'à présent, les Slaves. D'où vient le nom en anglais slave, qui veut dire esclave en français. Donc ces peuples-là déjà, euh, c'était déjà les premiers peuples esclaves. Ensuite, l'esclavage, je veux dire comme tel, nos ancêtres ont connu, ce sont les Romains par la suite qui l'ont fait. Les Romains mettaient tous les autres peuples aux alentours d'eux qui ont été vaincus
en esclavage. Les peuples germains, les peuples, les différents peuples gaulois, etc., etc. Ils ont été les premiers à esclavagiser les leurs. Et encore pour corroborer ce que Réveil disait, ça veut dire que les Berbères qui sont au Maghreb actuellement sont des descendants de blancs esclaves qu'on a déportés dans cette région du monde. C'est pour cela que vous allez voir des Algériens ou des Marocains, même des Tunisiens, qui sont blonds aux yeux bleus, qui sont rouquins. Voilà, ils n'ont pas pris ça à loin, c'est parce que ce sont des blancs, mais qui sont arrivés là-bas en esclavage depuis l'époque de l'Empire romain. Ensuite, ça a continué après la chute de l'Empire romain, avec les Vikings, etc., etc., etc. Mais l'esclavage, ce qu'on appelle esclavage, qu'il y a eu entre les royaumes, je veux dire, négro-africains, cela n'avait rien à voir, effectivement, avec l'esclavage, on va dire, fait par, je dirais, par les leucodermes. Cela n'a rien à voir. Ça veut dire que s'il y avait une guerre entre royaumes, ça veut dire que les vaincus, effectivement, ils étaient captifs, ils étaient prisonniers, mais ils n'étaient pas traités comme ont été traités durant la traite arabo-musulmane ou bien la traite occidentale. Cela n'a rien à voir. Parce que quand bien même que même ceux qui étaient captifs, s'ils avaient une certaine utilité, eh ben, durant un certain temps, ils pouvaient intégrer le royaume auquel où ils avaient été, où on va dire ils ont été vaincus. Et on peut même faire un parallèle avec l'Égypte antique. Ça a été la même chose. Ça veut dire que lorsque l'Égypte est partie dans son expansion au niveau empirique, ils ont intégré au sein de leur empire des personnes venant de ce qu'on appelait certains Indo-Européens. Ils les ont intégrés dans leur empire. Donc l'esclavage tel qu'on parle, il faut vraiment faire une distinction entre l'esclavage des leucodermes et les captifs ou ceux qui étaient mis en servitude dans les royaumes négro-africains. Oui, il y a une différence, ça c'est indéniable. On ne peut pas comparer ce qui se passait en fait sur le continent et ce que les Occidentaux ont fait. Mais il y a quand même un devoir en fait de mémoire qu'il faut que l'Afrique puisse avoir. Parce que quand on voit toute la chronologie de ce qui s'est passé par rapport en fait au royaume en fait Congo, eh bien, on se rend bien compte qu'en fait en réalité, à partir du moment où euh, le royaume Congo est rentré justement en fait dans ces aspects politiques, diplomatie et commerciaux, et y compris même en fait des commerces en fait d'esclaves en fait avec les occidentaux, mais il devait déjà s'attendre au fait que au moment où il serait ne fût-ce que au moment où il ferait ne fût-ce qu'une petite preuve d'affaiblissement, forcément les autres en fait vont vouloir justement en fait totalement dominer en fait le commerce et totalement en fait en emmener en fait à quelque chose que eux-mêmes n'allaient plus avoir le contrôle. Et c'est pour ça que je faisais le parallèle ici avec ce qui est en train de se passer en fait à l'heure actuelle en fait en Afrique, c'est-à-dire quand les Portugais sont arrivés, ils étaient venus d'abord pour commercer. Et la preuve même, les rois en fait du royaume Congo, c'était même déjà en fait convertis, ils avaient changé leur nom, etc. Ils avaient même des ambassadeurs en Europe, dans différents pays d'Europe, non seulement au Portugal, mais aussi en fait en Italie, à Rome. Ils avaient aussi des ambassadeurs en fait en Hollande, etc. Donc
il y avait toute cette diplomatie qu'ils avaient mis en place, mais comment n'ont-ils pas vu que ça allait justement en fait tourner en fait au vinaigre? Comment n'ont-ils pas pu voir que l'appétit en fait des Portugais et des autres n'allait pas qu'en croissant et en augmentant? Parce que si les Portugais commencent déjà à vouloir récupérer des royaumes en fait à côté pour pouvoir attaquer justement le royaume du Congo, c'est que et que le royaume du Congo en fait comprend aussi qu'il faut lutter, c'est qu'ils s'attendaient déjà à ça. Et pour lutter, au lieu justement de s'unir avec d'autres royaumes en fait en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré en fait s'unir avec d'autres royaumes en fait chez les Occidentaux, vu qu'ils se sont mis avec les compagnies en fait néerlandaises pour pouvoir en fait attaquer en fait les Portugais. Mais le jour où les Occidentaux se sont tous mis d'accord de leur côté, boum, c'était terminé. Et c'est un petit peu les mêmes choses qui sont en train d'arriver en fait à l'heure actuelle en Afrique, c'est-à-dire l'Afrique veut se sortir en fait de certaines personnes, mais elle va aller tisser des partenariats en fait commerciaux, des partenariats de diplomatie, des partenariats de ci, des partenariats de ça. Mais le jour où ces gens-là entre eux vont s'asseoir et prendre une décision sans convier en fait les États en fait africains, ça peut tourner encore une fois de plus au vinaigre. Et moi vraiment, c'est ce que je voulais vraiment insister sur cette première partie-là qu'on est en train de voir là. C'est quand on voit l'histoire, quand on analyse l'histoire, eh bien, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui les États africains ne, ne, ne regardent pas l'histoire en face, n'analysent pas l'histoire et n'apprennent pas en fait de l'histoire. Parce que si jamais ils font exactement la même chose que le Royaume Congo, par exemple, ici, dans l'exemple du Royaume Congo a fait, eh bien, on ne sait pas en fait ce qui peut nous attendre en fait plus tard demain. C'est vraiment le but, c'est que voilà, c'est qu'on puisse aller au-delà, analyser en fait ces choses, voir ce qui s'est passé et voir à quel point le Royaume Congo a contribué justement à l'installation justement de cet esclavage-là. Sur peut-être 2 ou 3 siècles, mais ils ont contribué. Parce qu'ils ont commercé, parce qu'ils sont rentrés dedans, parce qu'ils ont laissé des portes ouvertes, parce qu'ils ont, voilà, ils ont laissé trop de liberté, et trop de liberté tue la liberté. Et effectivement, la liberté a été tuée par la suite. En tout cas, ils ne sont pas du tout dans la prévention, hein. Ils regardent pas le plan B. Enfin, ils prévoient pas les choses en fait à l'avance comme les Occidentaux le font. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de naïveté, dans ce sens-là, malheureusement. Parce que les Occidentaux, quand ils ont mis d'autres Occidentaux en esclavage, ils ont tout fait pour s'assurer que ça ne puisse pas leur arriver et surtout qu'ils ne puissent pas rentrer dans une telle état de faiblesse. Mais le Voilà, problème, ils c'est prévoient les que choses. Mhm. c'est ça. Et le but maintenant, c'est vraiment au lieu qu'on refuse les faits historiques, il faut qu'on accepte en fait les faits historiques et surtout, il faut apprendre de ces faits historiques-là. Maintenant, il y a des documents, maintenant, il y a des cartes, maintenant, il y a des témoignages, il y a des lettres, il y a tout qui sort maintenant. Tout est en train de sortir petit à petit, d'une manière ou d'une autre. Quand on fouille bien, on retrouve. Moi, j'ai pu retrouver en fait des cartes qui coûtent des fortunes, mais que c'est possible en fait d'y avoir accès maintenant avec l'ère en fait d'internet. Vous pouvez avoir accès à certaines cartes, même si vous ne pouvez pas totalement les prendre, mais vous pouvez avoir accès à certaines cartes. Et vous voyez comment l'Afrique était en fait à cette époque-là, avec les témoignages. Même quand ils écrivent en fait en latin, maintenant vous avez tout pour pouvoir en fait traduire, pour voir ce qui est écrit. Et vous voyez ce qu'ils avaient. Sur certaines cartes, quand ils faisaient les cartes, ils mettaient déjà en fait que voilà, ils comptaient en fait venir intervenir en fait pour pouvoir venir dominer en fait le continent en partant par la mer, etc. Cette mer, cet océan Atlantique là qu'ils appelaient en fait l'océan en fait de l'Éthiopie. Donc vous voyez, c'est-à-dire il y a toute une stratégie qui avait été mise en place. Et justement, il faut apprendre de l'histoire sans cacher, sans se voiler de ce qui s'est passé,
Nos aïeux ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont pris des décisions en leur temps. Mais nous devons apprendre de leurs décisions. Nous devons apprendre de leurs erreurs. Nous devons apprendre des bonnes choses qu'ils ont fait, mais on doit aussi apprendre des mauvaises choses qu'ils ont fait. Et on doit aussi analyser l'histoire. Et si on voit que les mêmes choses qui ont été faites sont en train d'être refaites, eh bien, il faut comprendre ces choses-là et il faut se lever, analyser et dire non. Parce que c'est exactement les mêmes choses. C'est exactement les mêmes choses. On se voile des faits en fait de l'histoire en fait du continent. On préfère voir ce qui est amélioratif. C'est bien de voir ce qui est amélioratif, mais en réalité, on apprend mieux des défaites que des victoires. Parce que quand tu as l'habitude de gagner, tu ne sais pas perdre. Dans le jour où tu vas perdre, tu risques de ne pas te relever. Mais si tu as perdu déjà et que tu as appris justement de ta défaite, eh bien, tu seras beaucoup plus fort. Et ce sera difficile qu'on puisse te faire tomber de la même manière. Mais pour ça, il faut regarder la défaite en face, il faut l'analyser, il faut l'accepter et il faut mettre en place une stratégie pour ne plus que cette défaite puisse se mettre à nouveau. Moi, c'est vraiment ce que je voulais, je tenais Ouais. absolument à partager aujourd'hui avec vous. J'ai une question, s'il te plaît, Réveil. Est-ce que tu as des documents euh, qui, euh, qui parlent du rôle qu'a joué les nobles africains ou les nobles congolais qui se trouvaient en Europe pendant la traite négrière? Ceux qui étaient en Europe, ben, Ouais, parce que je sais que c'était des ambassadeurs. oui, parce que je sais que lors de la première déportation, sur un document que j'avais lu ou même un documentaire, j'ai même regardé, si je ne me trompe pas, lors de la première déportation des premiers esclaves, il y a, il y a il y a une dame qui a été brûlée au niveau du bûcher et un des nobles qui a assisté à cette, comment appeler ça? Ah bon, à cette partie de l'histoire triste était noir et il était aussi parmi les juges, tu Mhm. vois. Bon, maintenant c'est bon. Moi, quand je pense à ça, ça me fait tellement mal que tu vois. Mais je sais qu'il y avait des nobles, il y avait des nobles au Portugal, en Espagne, ça je sais, qui ont accueilli euh, les premiers esclaves. Maintenant, j'aimerais avoir des documents qui parlent un peu de leur implication, qui parlent un peu de leur histoire, quoi, pendant cette traite négrière-là. Mais je crois que c'est un peu Oui, difficile. Je sais pas ton âme. c'est un petit peu compliqué en fait d'en avoir, c'est-à-dire des documents spécifiques sur une personne qui expliquent les choses de la personne. Mais quand tu vois par exemple ceux qui étaient ambassadeurs, tu prends par exemple en fait Antonio Manuel qui était ambassadeur en fait. Donc lui, tu sais très bien que ben, il était au courant. Il a essayé de parfois faire des choses, mais le souci c'est quoi? C'est qu'en fait ces nobles-là euh, intervenait principalement pour les nobles. Tu comprends? C'est comme ça, par exemple, que Antoine Emmanuel, il a intervenu en fait pour aller libérer en fait un noble en fait qui était justement réduit en esclavage en fait au Brésil. Donc, en Hmm. réalité, ils interviennent que pour eux. Ils intervenaient Oui, je pas trop vois. pour le peuple. C'est un petit peu la. En fait, vous voyez exactement la même chose aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Afrique, par exemple. Certains dirigeants, quand ils sont malades, ils vont se faire soigner à l'étranger. Parce qu'ils savent très Mhm. bien que les hôpitaux chez eux n'ont pas les capacités de pouvoir en fait s'occuper convenablement des gens. Donc comme eux, ils ont les moyens, ils vont à l'étranger, ils envoient même leurs familles, leurs enfants à l'étranger, mais le peuple, ils en ont rien à foutre. Bon, quand tu regardes seulement ça, tu penses que cela-là, quand il y a des gens qui sont en train d'être mis en esclavage en Libye, qui sont en train d'être jetés dans le désert, hein,
par les Maghrébins et tout ça, est-ce que tu les vois lever un doigt? Ils ne le font pas. Non, pas du tout. À ton avis, les autres de l'époque, Ouais, 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 on le ouais. voit là, Ouais. on n'a même pas besoin, on n'a même pas besoin de retourner dans le passé pour voir ces genres de choses, vu qu'on le voit là de nos jours. Quand il y a des gens qui quittent, le nombre de subsahariens qui meurent dans les mers, cette mer Méditerranée, cet océan Atlantique qui ne fait que engloutir les enfants d'Afrique, qui ne font que engloutir les enfants du continent. Ces gens-là qui sont au pouvoir, là, qui se goinfrent, vous pensez qu'ils s'en préoccupent? Ils en ont rien à foutre. C'est clair. Donc on le voit là, concrètement, on le voit en face de nous. Ils s'en foutent. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, si jamais les gens veulent justement mener un combat pour dire que la vie des Noirs compte, eh bien il faut le dire au gouvernement en Afrique. C'est eux qui doivent comprendre que la vie du Noir compte. Parce que le jour où ils comprennent que la vie du Noir compte, c'est eux qui vont aller discuter en termes de diplomatie avec les autres gouvernements pour leur dire d'arrêter de maltraiter leur population. Si vous voyez par exemple les Turcs ou les je sais pas quoi sont en train de se faire maltraiter dans d'autres pays, leurs nations vont se lever. Regardez ce qui se passe en fait quand il y a des conflits, des guerres en Afrique. La France, elle vient et prend ses ressortissants. On l'a vu aussi pendant le conflit au Rwanda. Les Américains sont partis, ils ont pris leurs ressortissants. Et ce qui est même terrible, c'est que quand il y a des choses comme ça, la France, moi je l'ai vu pendant qu'il y avait les conflits en fait, par exemple en Centrafrique, eh bien les Français, parce que quand même un Noir français, même un Centrafricain français, quand il va là-bas au pays et qu'il déclare en fait à l'ambassade qu'il est à tel endroit, quand il y a un conflit qui est en train d'arriver, eh bien en fait, ils viennent vous chercher parce que vous êtes français. Ils viennent vous chercher. Mais pourquoi les dirigeants là-bas, ils ne font pas ces choses-là? Pourquoi ils ne prennent pas la parole pour prendre des positions? Donc ces gens-là, vous les remettez au temps de l'esclavage et que c'est un business lucratif, vous pensez qu'ils ne vont pas le faire? Regardez, il y a même des présidents en fait en Afrique qui sont en fait pris dans des trafics d'organes. Il y en a qui sont dans des trafics d'organes. Il y en a qu'on a vu là qui ont des billets, des milliards chez eux. Ils font quoi avec? Il y en a qu'on a vu partir, vouloir sortir du pays avec des valises. Et pourtant, le peuple meurt de faim. Le peuple souffre. Donc ces gens-là, là, vous les mettez au temps de l'esclavage, là, vous pensez que c'est eux qui vont aller se préoccuper de vous? Pas du tout, Jamais de hein. la vie. On le voit là. On n'a même pas besoin de retourner dans le passé pour voir ça. On le voit devant nos yeux. On le voit. Les autres peuples, quand ils ont un problème, ben, ils disent stop, en fait, d'abord à leur gouvernement, d'abord à leur chef d'État. Mais nous, on veut que le monde nous respecte alors que nos dirigeants ne nous respectent même pas. On veut que le monde prenne en compte notre vie alors que nos dirigeants en ont rien à cirer. Je vais vous dire un truc. Quand il y a eu en fait en 2010, par exemple, prenez le cas de Centrafrique, en 2010, lorsqu'il fallait en fait qu'il y ait les scellés qui étaient en train d'arriver, ce qui s'était passé, c'est que le président Bozizé, il avait mis en fait les armes, ils avaient bloqué les armes en fait dans des coins. Et les policiers, les militaires n'avaient pas d'armes. Soi-disant parce que plus tard il dit que oui, c'est parce qu'en fait il ne voulait pas qu'il y ait de bain de sang. Ils ont pris les armes, ils les ont mis quelque part. Les militaires n'avaient pas d'armes. Qu'est-ce qu'ils ont En gros, fait? ils les vont Eh ben, désarmer, quoi. C'est ça. ils ont enlevé les tenues parce qu'au départ ils ont caché les armes, soi-disant parce que ils voulaient pas qu'il y ait en fait des tentatives en fait de coup d'État. Donc ils ont bloqué en fait les armes. Mais maintenant qu'il y a il y a une milice qui est en train de rentrer, envoyée en fait par des puissances occidentales. Mais quand les gens criaient, les gens venaient dans la rue, ils disaient comme ça, ils disaient en fait donnez-nous
Parce qu'ils appellent ça ouin, c'est-à-dire donnez-nous en fait des armes, donnez-nous. Les gens criaient, donnez-nous pour qu'on aille défendre la nation, donnez-nous. Il n'y avait pas d'armes. Et les blocs où il y avait des armes, ils ont mis les munitions ailleurs. Ils ont mis les armes ailleurs, ils ont mis les munitions ailleurs. Donc ceux qui ont réussi à avoir des armes, ils n'avaient pas de munitions. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé les tenues de soldats et ils sont tous partis se cacher dans les villes, dans les quartiers. En tout cas. Ils n'allaient pas être en face sans armes. Ce même Bozizé-là, quelques temps après, il veut encore venir être président. Non, mais pour vous dire à quel point, eux, là, ils en ont rien à foutre des gens, quoi. C'est Vous grave. imaginez? Et ça, c'est pas du temps de l'esclavage. Hein. Ça, c'est là. C'est grave. C'est là. Il est tombé en 2012-2013. Et en 2021-22, là, il a voulu encore reprendre le pouvoir. Normal. Parce qu'en face de lui, il y a des cons. Il y a des gens qui oublient vite. Au calme, en tout cas. Donc, des gens comme ça, là, vous les mettez dans des temps d'esclavage. Vous pensez qu'ils vont se préoccuper du peuple? Jamais de la vie. C'est pour ça que la question ne se pose même pas, en fait. Parce qu'on le voit là en face de nous. On n'a même pas besoin de retourner dans le passé, on le voit. Il faut que le peuple, c'est au peuple de comprendre que ceux qui sont à la